Quand les premiers rayons de l'été arrivent, à Montpellier comme partout ailleurs, c'est la grande parade des poussettes. Les mamans sont ravies d'exhiber leur progéniture au jardin public. Des images difficiles à vivre pour Carole, une jeune cadre supérieure. Son désir d'enfant est si pressant qu'il fait fuir les hommes. Alors elle vient de prendre une grande décision. Je souhaite avoir un enfant seul. Non pas que je ne veuille pas de père pour cet enfant, mais j'ai 30 ans. Il y a l'horloge biologique, si je dois les porter. On devient moins fertile à partir de 30 ans et encore plus à partir de 35 ans. Ben voilà, je souhaite avoir une famille nombreuse, donc c'est le moment de démarrer. Carole a d'abord pensé à l'adoption et son parcours du combattant avec l'administration. L'autre possibilité, c'est l'insémination de sperme, mais en France, elle est réservée aux couples infertiles. La jeune femme a trouvé la solution sur Internet. Des cliniques à l'étranger qui proposent de se faire inséminer en choisissant carrément le profil du géniteur. De fil en aiguille, Carole est tombée sur le site de cette banque de sperme danoise. Elle offre un catalogue de 150 donneurs, répertoriés par prénom, comme au supermarché. Alors, on a la race, l'appartenance, on va dire, ethnique, en fait, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, le poids, sa profession, son groupe sanguin. Pour 100 €, Carole a pu avoir accès à encore plus d'informations. Sur ce site, pas de photos des géniteurs adultes, mais des clichés des donneurs quand ils étaient enfants. Idéal pour imaginer son futur bébé. Carole en a ainsi retenu une dizaine, avec un petit faible apparemment pour les blonds. Elle a finalement flashé sur Andrew, un Américain aux yeux bleus de 26 ans, dont voici l'image bébé. Quand j'ai ouvert la photo pour voir à quoi il ressemblait, j'ai trouvé vraiment chou et rigolo. Tout de suite, je me suis dit que j'avais envie d'avoir le même bébé. Andrew se présente comme le géniteur parfait. Sportif accompli, il adore la natation et le water-polo. Il est aussi musicien et joue de la clarinette. Le jeune homme possède également un diplôme d'informatique. Surtout, la banque fournit le profil médical complet des membres de sa famille sur 3 générations. Et en bonus, Andrew a même enregistré un message en anglais à l'intention des clientes comme Carole. I hope that you have a wonderful child and you really enjoy raising the child, and I hope that I could have been some help, and hopefully it doesn't turn out to be too terrible. Ouais, non, c'est rigolo, c'est sympathique, en fait, voilà. Ça rend encore plus concret cette personne qui vit de l'autre côté de l'océan, qui va être un tube, si vous voulez, un tube à essai. Pour acheter le sperme, Carole devra encore payer 600 € à la banque, sans compter le coût de l'insémination en elle-même à l'étranger. La jeune femme se donne encore quelques mois pour faire son choix définitif. Le programme, c'est un enfant pour l'année prochaine, voilà. Combien de Françaises célibataires comme Carole ont déjà réalisé une insémination artificielle en choisissant le profil du donneur? Impossible de le savoir. Mais la jeune femme est aspirée par un mouvement de fond qui bouleverse presque tous les pays du monde. La sélection des bébés. Bienvenue à Copenhague, la capitale du Danemark. C'est ici que Carole compte acheter sa précieuse semence. Copenhague et ces célèbres blonds aux yeux bleus que l'on croise partout dans les rues. En quelques années, la ville est devenue le centre européen du business du sperme, à cause des qualités physiques de ses habitants, mais aussi parce que le Danemark est le seul pays européen qui autorise les donneurs de sperme non anonymes. Cet immeuble abrite la Banque européenne du sperme, l'une des plus importantes du pays. C'est là qu'est stockée la semence sélectionnée par Carole. Hello. Cet Apollon a l'air décontracté, en est le directeur. Peter Bauer nous fait pénétrer dans un lieu au design très contemporain où tout est ouvert au public.
Le businessman commence sa visite par son plus grand trésor. Voici la salle de stockage. Ces cuves contiennent des paillettes de sperme congelées à moins 130 degrés pour une durée de vie presque infinie. En tout, près de 40 000 bébés potentiels, issus de quelques donneurs réguliers, gérés comme dans une agence d'intérim. Il y a 250 donneurs. On a pas mal de départs à la retraite. Il y a beaucoup de turnover. Donc en fait, on a 150 donneurs vraiment actifs en ce moment. Nous n'avons pas été autorisés à parler avec les donneurs, mais Peter Bauer nous fait visiter le lieu de prélèvement de leur sperme. Il y a 3 pièces pour les prélèvements. On vient de les connecter à Internet, donc plus besoin de DVD ou de revues. C'est plus propre, plus rangé, et cela offre plus de choix pour le donneur. Chaque prélèvement est payé 35 €. La visite se poursuit avec le laboratoire placé au centre de l'entreprise. Une technicienne est en train d'analyser les semences du jour. Peter Bauer prétend ne garder que les spermes les plus robustes, ceux qui vont féconder le plus facilement l'ovule. Ce qui nous intéresse, c'est la mobilité des spermatozoïdes. Elle doit être plus importante que la moyenne. On n'accepte que 5% des candidats. Le sperme est ensuite rincé plusieurs fois avant d'être placé dans ces paillettes en plastique hermétique, fabriquées par une société française spécialisée dans l'élevage de taureaux. Les semences sont ensuite congelées. Elles seront disponibles en ligne dès le lendemain, avec toutes les informations sur le géniteur. Peter Bauer est un entrepreneur heureux. Ses ventes progressent d'année en année, grâce à la qualité du sperme de ses étalons, mais surtout grâce à leur profil très sélectif. Les petits, les gros ou les trop grands sont rejetés, de même qu'un candidat à l'allure hors norme. S'il est mal habillé, ou pas propre, s'il est mal poli ou trop bizarre, on refusera certainement sa candidature. Et quand on l'interroge sur le risque d'un monde de clones, Peter Bauer a une réponse toute trouvée. Vous savez, c'est comme dans la vraie vie lorsque vous choisissez un partenaire. Tout le monde a ses propres critères. Nos clientes sont pareilles. Elles choisissent leur donneur en fonction de critères bien à elles. Le directeur assume tout de même une discrimination ethnique de fait. Si quelqu'un vient nous voir avec une origine ethnique très originale, on ne lui achètera que quelques prélèvements, seulement pour le mettre dans le catalogue. Ce donneur ne nous rapportera pas d'argent, mais on le prendra quand même, parce que cela fait bien dans notre catalogue. Donc vous, votre business, c'est plutôt les Vikings. Les Vikings des temps modernes. Avec cette formule magique, Peter Bauer est fier de commercer avec toute l'Europe et au-delà. Celui-là revient des États-Unis et celui-là d'Angleterre. Aucun de ces bidons ne part en France. L'importation de semences y est totalement illégale. Mais une autre banque, au Danemark, n'hésite pas à se jouer des lois. Nous partons pour la ville d'Aarhus, la deuxième ville du pays. Connue pour son grand nombre d'étudiants, un gisement de sperme sans pareil. C'est le siège de la société Cryos, la plus grosse banque de sperme au Danemark et même en Europe. Depuis 15 ans, elle envoie des milliers de paillettes partout sur le continent, y compris en France. Son directeur, Olesko, nous dévoile la quinzaine de colis qui doivent partir aujourd'hui. 300 vont directement dans l'Hexagone, dont celui-ci. Celui-là part en France, mais ne filmez pas, s'il vous plaît. En fait, l'entrepreneur ne risque rien. La loi danoise ne lui interdit aucune destination. C'est la loi française qui empêche ses clients d'importer des semences. Il y a des docteurs qui fraudent, mais comme il n'y a plus de contrôle douanier, ce n'est pas si difficile. Olesko assume totalement son petit jeu avec les différentes législations. Il utilise le sperme d'un même donneur pour des dizaines de clients dans différents pays.
certains donneurs ont plus de 100 enfants. Celui-ci a 104 enfants, celui-là 106, 123 enfants, 143 enfants. Aucun de ces donneurs n'est au courant. Notre politique est de ne pas informer le donneur du nombre de ses enfants. Ça pourrait créer des problèmes psychologiques. La seule obligation de l'ESCO, c'est de respecter les différents quotas d'enfants par donneur pour chaque pays. En Islande, par exemple, un donneur ne peut pas avoir plus de 6 enfants. Si je prends ce donneur que nous avons déjà beaucoup utilisé, il a atteint la limitation islandaise. Et pour respecter les différents quotas, l'entrepreneur se base sur les déclarations de grossesse que lui renvoient les cliniques. Or, pour la France, il y a un léger problème. Seulement 2 grossesses déclarées depuis 10 ans. Un chiffre sans commune mesure avec le nombre d'envois quotidiens de semences. Comment vous l'expliquez? Ça veut dire que les cliniques ne déclarent pas les grossesses, parce qu'elles savent qu'elles sont dans l'illégalité et ne veulent pas de traces. Je ne le savais pas jusqu'ici. Et pour la France, vous pouvez me dire quel donneur a fourni le plus de semences? Non, nous n'avons pas cette statistique. Notre apprenti sorcier est donc incapable de savoir si l'un de ses donneurs n'a pas fait une centaine d'enfants dans la même ville française, avec le risque d'inceste et de maladie congénitale qui va avec. Nous avons pris rendez-vous à l'hôpital Cochin, à Paris, qui abrite le plus gros centre de dons de sperme de France, le Sécos. Ici, le don de sperme est anonyme et non rémunéré. Bien loin de la sélection à la danoise, l'insémination est réservée aux couples stériles, impossible de sélectionner le profil du géniteur. C'est le docteur Kunzmann qui choisit pour les parents. Il a justement une demande entre les mains. Les cheveux brun raide pour l'un, châtain foncé pour l'autre, et les yeux tous les deux marrons. Le principe est de choisir un donneur qui ne soit pas trop éloigné physiquement des parents. Donc voilà, il est brun. 1m65, 65 kg, c'est bon. Donc ça correspond. Ça va très bien. Voilà. Vous voyez bien sûr que ce sont des critères extrêmement grossiers. C'est considérer qu'on fait un enfant pour lui-même, il aura un potentiel qui sera le sien, et on n'est pas dans la dynamique de vouloir absolument le programmer à travers des choix particuliers. Voilà. Le docteur Kunzmann connaît bien les banques danoises et leur promesse d'enfants parfaits, un miroir aux alouettes selon lui. Je pense que ces banques, à travers la maîtrise des techniques de la procréation, elles vendent un peu l'illusion du fait qu'on pense pouvoir en fait programmer un enfant. Vous avez 3 enfants dans une famille, vous avez 3 enfants qui sont strictement différents, avec des types d'intelligence aussi qui peuvent être tout à fait différents. Et ça, c'est pas programmable, y compris lorsque vous avez la certitude de faire des enfants avec, je dirais, les mêmes spermatozoïdes et les mêmes ovocytes au sein d'un couple. Pour l'instant, le système français est l'un des plus restrictifs au monde. Mais que valent ces beaux principes face à un commerce désormais mondial? Direction la Californie, le plus gros marché au monde de la sélection de bébés, à 2 pas d'Hollywood et de son usine à illusions. Depuis 30 ans déjà, la Californie est le pays de cocagne des banques de sperme en tout genre, comme celle-ci qui a d'ailleurs participé à la création d'une des 2 banques danoises. Sur le catalogue, on peut choisir des donneurs qui ressemblent aux stars de cinéma, comme Ben Affleck ou encore Antonio Banderas. Et il existe même un commerce encore plus juteux, celui de la vente d'ovules, l'équivalent au féminin du négoce de sperme. Un commerce encore interdit dans la plupart des pays européens. Plusieurs agences mettent carrément en ligne les photos des vendeuses d'ovules, toutes plus belles les unes que les autres, comme dans une agence de mannequins ou des... Nous partons pour San Diego, à quelques centaines de kilomètres au sud de Los Angeles, à la rencontre de Lindsay, une jolie blonde de 24 ans. Il y a quelque temps, Lindsay était candidate pour une émission de télé-réalité. Mais aujourd'hui, autre type de casting,
elle a rendez-vous avec une agence de vente d'ovules pour un premier entretien. Bonjour, je voulais vous féliciter. Votre personnalité est top. Lindsay avait envoyé ses informations par email quelques jours plus tôt. Elle est belle, elle est blonde, elle a des yeux bleus et elle est jeune. Elle a fait des études supérieures, elle a une super personnalité. Elle est sportive, elle a joué dans l'équipe de son université et c'est ce que la majorité de nos clients recherchent. La prochaine étape, c'est un bilan médical. Lindsay va être testée pour une dizaine de maladies. Mais avant cela, la jeune femme doit rencontrer une psychologue. Catherine, je te présente Lindsay. Bonjour. Bonjour. But de l'entretien, se couvrir contre tout risque de recours juridique de la part de la jeune femme. Êtes-vous consciente des risques médicaux liés à l'extraction d'ovules? Je sais qu'il y a des risques d'infection. Il y a aussi un effet secondaire très sérieux qui arrive dans 1 à 2% des cas. Cela s'appelle le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. En fait, c'est un gonflement d'ovaires à cause d'une mauvaise réaction aux médicaments. Autre objectif, s'assurer que Lindsay est bien claire sur les raisons qui la poussent à vendre ses ovules. J'ai un cas d'infertilité dans mon entourage et je connais l'importance de créer une famille. Toute la société y a un intérêt. La jeune femme oublie de dire qu'elle touchera au moins 3 500 $ pour un premier prélèvement et jusqu'à 10 000 $ les prochaines fois si les clients sont satisfaits. Les ovules de Lindsay pourront être vendus à des clientes venues du monde entier. Mais ce commerce débridé suscite des critiques de plus en plus vives, notamment de la part des enfants de donneurs, dont beaucoup ont aujourd'hui atteint l'âge adulte. Ryan Kramer est né d'un donneur de sperme anonyme il y a 20 ans, un secret qui l'a marqué toute son enfance. Alors à l'âge de 10 ans, il a eu l'idée de créer un site internet pour retrouver ses frères et sœurs issus du même donneur. Très vite, une demi-sœur le contacte, elle se prénomme Anna. Là, c'est à mes 18 ans. Anna fêtait ses 15 ans. Depuis, Ryan voit régulièrement sa demi-sœur, y compris parfois avec leurs parents respectifs. En tout, le jeune homme a retrouvé 6 frères et sœurs pour l'instant, éparpillés aux 4 coins des États-Unis. C'est fantastique. Le site m'a permis de créer une famille alors que je n'en avais pas auparavant. Beaucoup d'autres enfants de donneurs se sont enregistrés sur le site et très vite, Ryan Kramer s'est rendu compte d'un gros problème. Certaines fratries sont atteintes de la même maladie grave en provenance du même donneur. Il y a beaucoup de cas où les banques disent qu'ils ont testé le donneur, mais beaucoup de nos membres sont atteints d'anomalies génétiques. Et même quand on prévient la banque, elle continue à vendre le sperme du donneur. Ryan a recensé une quinzaine de cas depuis 1995, dont celui-ci apparu l'an dernier, 9 enfants du même sperme atteints d'une maladie mortelle du cœur. Et rien que pour l'année 2010, voici toutes les nouvelles maladies apparues chez les enfants de donneurs. Personne ne porte vraiment attention aux enfants nés de donneurs de sperme. Beaucoup d'attention est portée aux parents qui veulent enfanter, aux droits juridiques des donneurs et à faire de l'argent, mais pas vraiment aux droits des enfants nés d'insémination artificielle. Le combat de Ryan Kramer n'est pas près de se terminer. D'autant qu'un nouveau type de sélection de bébés vient de voir le jour, en provenance une nouvelle fois des États-Unis. Garçons ou filles, ici au Fertility Institute, la plus grande clinique mondiale pour la sélection du sexe, on vous propose d'exaucer votre rêve. Cette société propose de choisir le sexe du bébé grâce à la fécondation in vitro. Une technique qui consiste à cultiver des embryons sous éprouvette. En Europe, la fécondation in vitro est surtout réservée aux couples stériles. Aux États-Unis, certains la détournent pour sélectionner l'embryon du sexe voulu. Un marché en plein boom, mais hautement controversé. Cette clinique, la plus grosse au monde, est basée à Los Angeles. Le docteur Jeffrey Steinberg en est le grand Manitou. 95% de ses clients ne sont pas stériles.
Voici les dossiers de mes patientes déjà enceintes. Des petits garçons et des petites filles qui attendent de venir au monde. Il dit recevoir des clients de partout dans le monde, y compris de France. Beaucoup de patients. Non seulement le docteur propose aux parents d'écarter les embryons du sexe non désiré, mais il leur promet également d'éliminer ceux qui seraient atteints de maladies génétiques. Un argumentaire de vente en or qui attire de plus en plus de monde. Et cet après-midi, un couple américain est reçu pour son premier rendez-vous. Bonjour docteur, comment allez-vous? L'homme s'est remarié il y a peu de temps. Il souhaite absolument avoir un garçon. J'ai eu 2 filles et un seul garçon. Et je ne pense pas que mon fils souhaite avoir des enfants. Il n'en aura probablement pas. Et c'est vraiment important pour moi que mes gènes se perpétuent dans une nouvelle génération. L'opération va lui coûter 25 000 $. Ça a l'air beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup d'argent. Mais en fait, la somme est faible en comparaison des investissements et de tous les sacrifices que ma famille a fait pour bâtir notre lignée. L'opération de la jeune femme est programmée pour les jours qui viennent, mais le couple ne souhaite pas que nous la filmions. Ces fécondations in vitro de confort ne posent aucun problème au Dr Steinberg. Du moment qu'il paye, il ne refuse aucun client, quelles que soient ses motivations. Les gens qui viennent me voir ne sont pas des enfants, ce sont des adultes. Ils sont assez grands pour savoir quels enfants ils veulent. Mais beaucoup de ces clients ignorent que la fécondation in vitro comporte de nombreux risques, notamment pour le bébé. À Los Angeles, des dizaines de cliniques pratiquent désormais la sélection du sexe. L'une d'elles nous a mis en contact avec un couple qui a accepté de nous laisser filmer l'opération. Ils habitent dans le quartier très huppé de Beverly Hills. Raphaël et Claudia, un couple d'origine mexicaine proche de la quarantaine, ont déjà un petit garçon, Claudio. Pour leur second enfant, ils veulent absolument un bébé du sexe opposé. On veut être sûr d'avoir une fille. Oui, on veut en avoir la garantie. Mais il y a une autre raison. Claudio a déjà eu une sœur morte d'une affection du cœur à l'âge de 2 ans. Avec la fécondation in vitro, les parents espèrent avoir une nouvelle petite fille, sans maladie cette fois-ci. Ni moi, ni ma femme n'avons envie de souffrir encore pour la perte d'un bébé. Bien sûr que cela ne fera pas revenir ma fille morte. Mais ce traitement médical va nous permettre de consolider notre famille. Qui ne souhaite pas avoir un bébé en pleine santé? Le lendemain, rendez-vous dans une clinique cossue du quartier de Santa Monica. Ce matin a lieu la première étape de la fécondation in vitro, l'extraction des ovules du corps de Claudia. Le directeur de la clinique, le Dr Jane, est l'un des nouveaux médecins stars de la sélection par le sexe. Bonjour, bonjour. Claudia a été stimulée par des hormones depuis déjà plusieurs jours. Comment ça va? Ça va, mais... Vous vous sentez un peu gonflé? Ah, c'est à cause des ovules, il y en a beaucoup. Vous avez des questions? C'est bon signe ou pas? C'est très bon. Ça veut dire que vous êtes très fertile. Vous dormez, Claudia? Vous dormez? Cette longue aiguille va servir à aspirer les ovules de Claudia contenus dans les follicules, ces grandes taches noires à l'écran. Là, il y en a un gros. Vous pouvez le voir se réduire. Et l'ovule remonte dans l'aiguille. L'opération se déroule très bien. Claudia est particulièrement fertile. Elle a à peu près 20 ovules. Je compte en extraire une quinzaine. Le prélèvement de sperme est beaucoup plus simple. Raphaël l'effectue dans cette salle sans l'aide de personne. Fin de la première journée pour le couple. Reste maintenant le plus compliqué, créer la vie. Quelques heures plus tard, dans le laboratoire,
Ovules et spermatozoïdes ont été isolés dans ce récipient. La fécondation va se faire dans ce drôle de microscope. La technicienne se sert d'un mince tuyau en plastique pour aspirer les spermatozoïdes et les injecter dans chaque ovule. Les 15 œufs fécondés vont maintenant être placés sous incubateur, le temps de devenir des embryons et de savoir quel sexe ils auront. Trois jours plus tard, 10 embryons sur 15 ont survécu. Ils se sont développés au stade de 8 cellules. C'est suffisant pour connaître le sexe. La technicienne va percer l'enveloppe de chaque embryon à l'aide de ce joystick. Objectif, extraire une cellule afin de l'analyser. L'opération est controversée car elle abîme l'embryon selon de nombreuses études. C'est sûr que l'opération abîme un peu l'embryon, mais en même temps, cette cellule va nous donner beaucoup d'informations. Et ces informations n'ont pas de prix pour les parents. La cellule contient déjà le patrimoine génétique du bébé en devenir, son sexe, mais aussi son nombre de chromosomes et certaines anomalies génétiques éventuelles. Les 10 cellules vont partir vers un laboratoire spécialisé de la côte Est pour une analyse complète. Moins de 24 heures plus tard, retour à la clinique pour le couple. Claudia est sur les nerfs, elle n'a pas dormi la nuit dernière. Le docteur Jane va leur donner les résultats tant attendus. Bonjour. Ça va? Alors, écoutez-moi bien. Vous avez 5 garçons. 5. Des garçons. Qui sont tous normaux. Et vous avez 2 filles qui, elles aussi, sont normales. Le médecin leur fait passer une photo des 2 petites filles en germe. La question se pose maintenant du devenir des autres embryons. 3 étaient atteints de graves maladies génétiques. Le docteur Jane les a jetés à la poubelle. Quid des 5 embryons normaux de sexe masculin? On ne sait pas trop quoi faire des embryons supplémentaires. Pour les autres embryons, mon conseil est de les congeler ici à la clinique. Vous pourrez les utiliser plus tard, on ne sait jamais. Attendez 1 an, 2 ans, et si tout se passe bien dans votre famille, vous ferez décongeler les 5 embryons masculins et vous vous en débarrasserez. D'accord? Ok, cela me semble bien. Détruire les embryons, une option radicale et controversée. En Europe, on propose en général de les donner à la science ou à d'autres couples stériles. C'est le moment du transfert. Le docteur Jane va implanter les 2 embryons féminins pour augmenter les chances de grossesse. Raphaël rassure Claudia à sa façon. Ma chérie, vis-le comme un orgasme. Le docteur Jane commence le transfert. Vous voyez la tache blanche ici? C'est un embryon. L'opération n'aura duré que quelques minutes. À bientôt. Je suis émue et angoissée, mais je suis heureuse. Moi, je sens qu'elles sont dedans. Bienvenue à vous. La clinique affiche un taux de réussite de 60% pour les femmes de moins de 35 ans et seulement 20% au-delà. C'est maintenant à la nature de jouer. Le couple et nous, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais le transfert ne marchera pas cette fois-ci. Aux dernières nouvelles, Raphaël et Claudia allaient retenter l'opération avec de nouveaux bébés éprouvettes. Supprimer des embryons parce qu'ils ne correspondent pas au sexe choisi par les parents. Au-delà du débat moral, cette pratique commence à susciter des remous, même ici dans la très libérale ville de Los Angeles. Le professeur Capron est un spécialiste reconnu en bioéthique.
il dénonce les dommages psychologiques possibles pour l'enfant né de ces fécondations in vitro de convenance. On a maintenant des docteurs qui utilisent des techniques qui n'ont pas pour objectif d'éviter des maladies graves à un enfant, mais qui répondent uniquement aux désirs des parents. Ce n'est pas un départ dans la vie très sécurisant pour un enfant de savoir qu'il n'existe que parce qu'il répond à certains critères bien particuliers. Pour l'instant, il n'existe aucune étude sur le devenir psychologique des enfants nés de ces fécondations in vitro non médicales. C'est d'autant plus préoccupant que très récemment, un docteur a décidé d'aller encore plus loin, en proposant de choisir en plus du sexe du bébé, sa couleur de cheveux, des yeux et de la peau, un service facturé 18 000 $. Cet homme n'est autre que le docteur Steinberg. La plupart des traits physiques sont liés aux gènes, comme la couleur des yeux, de la peau ou des cheveux. Donc on peut retrouver ces informations sur les embryons. L'annonce a déclenché une polémique sans précédent. Certains ont accusé le docteur Steinberg de créer une nouvelle discrimination, d'autres de basculer dans le meilleur des mondes. L'homme a décidé de revenir sur son offre pour l'instant. Beaucoup de clients continuent de m'appeler pour choisir la couleur des yeux de leur enfant, même si je ne le propose plus. En quelques dizaines d'années, la révolution du diagnostic avant la naissance permet aux parents de programmer de plus en plus leurs enfants à naître. Et un pays plus qu'un autre pratique la sélection à grande échelle en fonction non pas de la couleur des yeux, mais du sexe du bébé. Nous partons à quelques milliers de kilomètres des États-Unis, en Inde. Ici, depuis des siècles, les garçons sont préférés aux filles, car elles coûtent cher à marier, alors que les hommes sont force de travail. D'où des avortements massifs. Chaque année, près de 80 000 fœtus de petites filles sont supprimés, selon la Fédération indienne des gynécologues. Ici, les familles n'ont pas les moyens de se payer des fécondations in vitro, mais elles ont trouvé une méthode plus facile et moins chère, la bonne vieille échographie. Quand le fœtus est une fille, certaines avortent. Dans tous les villages du pays, les cabinets de radiologie ont poussé comme des champignons, coincés entre deux échoppes. Un commerce qui donne régulièrement lieu à des faits divers macabres. Comme la découverte il y a 2 ans dans ce puits de dizaines de fœtus de petites filles, à un stade parfois très avancé de la grossesse. Les avortements étaient pratiqués dans cette clinique, qui avait pignon sur rue. En février 2010, 3 docteurs ont été arrêtés pour avoir révélé le sexe du bébé sur une femme enceinte. Car depuis 15 ans, la loi indienne interdit aux médecins de révéler le sexe du bébé à l'échographie jusqu'à l'accouchement, une loi qui n'est pas respectée. La ville de Jaipur, capitale du Rajasthan, avec ses palais des Maharajas et ses éléphants bien connus des voyageurs occidentaux. Mais à 2 pas des sites touristiques, les cabinets de radiologie sont à chaque coin de rue. Il y en aurait près de 500. Ces 2 femmes ont accepté de nous aider à piéger les médecins. L'une d'elles est enceinte de 5 mois et demi. Elles resteront anonymes pour préserver leur sécurité. Nous partons à la tombée de la nuit pour un quartier à la périphérie de Jaipur. L'une des 2 femmes est munie d'une caméra cachée. Elle pénètre dans une clinique choisie au hasard. À l'entrée, une pancarte affiche l'interdiction de révéler le sexe du fœtus. Le médecin est absent, mais un employé de l'accueil a repéré les 2 femmes. Que voulez-vous demander au médecin? Je ne le dirai qu'à lui. Non, dis-moi, que veux-tu lui demander? En fait, sa belle-sœur a déjà eu 4 filles. Et nous voulons savoir si elle attend un garçon ou une fille avec l'échographie. On ne fait pas ça ici.
Ah bon? L'homme est très méfiant, il se demande si les femmes travaillent avec la police. Vous venez d'où? Du village de Pratapnagar. Il finit par écrire quelque chose sur un bout de papier. Les deux femmes quittent la clinique sans plus attendre. Il m'a donné ce numéro et m'a demandé de l'appeler demain matin à 8 h. Il m'a dit que le travail sera fait. Apparemment, l'échographie ne se ferait pas dans cette clinique. Le lendemain matin, nous retrouvons nos deux femmes. Elles viennent d'appeler le numéro de téléphone indiqué. L'intermédiaire leur a donné un lieu de rendez-vous. Elles ne sont pas rassurées. Nous les laissons partir en taxi collectif pour plus de discrétion. Leur contact va les conduire devant une clinique inconnue. Elles n'allumeront la caméra cachée qu'une fois arrivées sur place. L'intermédiaire veut être payé avant d'entrer. 3 500 roupies, soit 88 €, l'équivalent d'un mois de salaire en Inde. Donne-moi plus. Ok, c'est bon. À l'intérieur, le médecin de la clinique est tout aussi méfiant. Seule la femme enceinte sera autorisée à pénétrer dans son bureau. L'échographie révèle qu'elle attend une petite fille. À la sortie, l'intermédiaire leur propose de finir le travail. L'avortement coûte 5 500 roupies, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça aura lieu ici? Non, dans une autre clinique. Vous nous tenez au courant? Quoi? Vous nous tenez au courant? Appelle-moi dans la soirée. L'intermédiaire repart. Nous retrouvons les femmes un peu plus loin. Ils n'ont pas voulu nous donner de facture pour l'échographie. Ils nous ont dit, pas de traces, c'est comme ça ici. Malgré le durcissement de la répression, la loi est visiblement loin d'être respectée. Et à l'échelle du pays, ces comportements ont des conséquences dramatiques. Nous partons pour l'Haryana tout proche, un État agricole parmi les plus riches de l'Inde, mais qui détient un triste record, le plus faible ratio de petites filles parmi les naissances. À tel point que pour se marier, les hommes doivent acheter des femmes venues d'ailleurs. Dans ce village, par exemple, la proportion d'hommes célibataires est frappante. Ils sont venus célébrer le mariage de Om Prakash, 30 ans, avec cette jolie jeune femme trouvée dans un état pauvre à l'autre bout du pays. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai commencé à m'inquiéter de mon mariage. On m'avait promis une femme, mais elle n'y arrivait pas. Donc j'ai décidé de m'en occuper tout seul et de trouver une femme venue de loin. Pour trouver une compagne, Om Prakash a dû payer 100 000 roupies à un intermédiaire, soit 1 800 €. Une partie seulement a été versée à la famille de la jeune femme. J'aime bien la tradition ici, la nourriture, l'ambiance. Le prêtre brahmane commence la cérémonie, mais la tradition est un peu perturbée. D'habitude, c'est le père de la mariée qui verse la dot au mari. Mais comme la jeune fille est très pauvre, c'est le père de Om Prakash qui sort quelques billets. Le mariage se déroule sous les regards intéressés des hommes célibataires du village, dont beaucoup sont trop pauvres pour s'acheter une femme. Vous aussi, vous voulez une compagne venue de l'Assam? Oui, j'irai même jusqu'aux États-Unis. Alors pourquoi vous ne le faites pas? J'ai besoin d'un sponsor financier. Malgré le bouleversement amené par l'arrivée de femmes d'autres États, la préférence pour les garçons n'a pas l'air d'être vraiment remise en cause. Si on n'a pas de garçons, nos belles-mères nous frappent, surtout au bout de 3 ou 4 filles. On est la honte du village. Oui, la honte du village. Nos belles-mères ne nous donnent pas à manger. Et 15 jours après l'accouchement, on doit déjà retravailler. Ici, on veut des garçons, parce que ce sont eux qui doivent loger les parents quand ils sont vieux, à leur retraite.
Les hommes travaillent et rapportent l'argent à la maison. Mais depuis peu, les mentalités commencent à changer doucement. À Bhiwani, la grande ville toute proche, un homme s'est lancé dans une vaste campagne pour sauver les fœtus de petites filles. Shyam Sunder est le responsable de la Croix-Rouge locale. C'est parce que ses 2 frères sont toujours célibataires qu'il a décidé de réagir. Sa dernière trouvaille, c'est d'utiliser ses étudiants pour faire de la prévention. Vous êtes ici pour porter un message. Si les avortements continuent, vous resterez célibataire toute votre vie. Et aujourd'hui, Shyam Sunder a organisé une grande manifestation dans la ville, avec des slogans chocs. Je ne suis pas un fardeau, maman. Je suis ton soutien. Il a même réussi à rameuter le préfet qui donne le départ de la manifestation. En parallèle, les étudiants proposent aux passants de prêter serment en versant du sel dans l'eau, un geste sacré en Inde. Allez, taximan, prête serment. Vas-y, jette du sel dans l'eau. Toi aussi, le policier, prête serment. Tu vas répéter après moi. Je prête serment. Les petites filles sont notre fierté, la fierté de la famille. Sauvons la terre, sauvons les petites filles, sauvons nos filles. Mais la méthode ne marche pas avec tout le monde. Allez, prête serment. Jure que tu ne tueras pas les petites filles. Allez, mets le sel dans le pot. Cet employé préfère sourire poliment. Pourquoi refuse-t-il? Il n'a pas compris? Soit il n'a pas compris, soit il reste fidèle à la tradition du féticide. Mais on compte bien changer cette tradition. Les actions spectaculaires de Shyam Sunder semblent porter leurs fruits. Le ratio garçon-fille commence à s'améliorer dans le département depuis 3 ans. Mais l'éducation ne fait pas tout. New Delhi, la capitale, symbole de l'Inde moderne. Avec ses quartiers aisés où la plupart des femmes vont à l'université et travaillent. Mais même ici, il y a de gros blocages. Nous avons rendez-vous avec Mitu Khurana, la première femme à avoir porté plainte pour échographie illégale de fœtus. Son histoire est incroyable. En 2003, elle se marie avec un homme qui vient d'une famille très éduquée. Son mari est chirurgien, son beau-père professeur à l'université et sa belle-mère proviseur. Mais lorsqu'elle tombe enceinte 1 an plus tard, l'échographie révèle qu'elle attend des jumeaux. Et très vite, la pression monte pour connaître leur sexe. Ils m'ont dit, on n'acceptera pas 2 filles dans cette maison. Si tu attends des filles, il faudra en avorter une ou la faire adopter. Ils voulaient absolument un fils. Selon Mitu Khurana, sa belle famille va alors la piéger. Ils empoisonnent sa nourriture pour qu'elle se rende à l'hôpital. Sur place, on lui recommande une radio des reins. Mais à sa grande surprise, le radiologue effectue également une échographie complète des 2 bébés. Vous voyez, l'examen des reins ne prend que 2 lignes. Tout le reste de la page est consacré à l'échographie des bébés. Pourtant, la facture ne mentionne que la radio du rein. Pourquoi le radiologue a-t-il fait une échographie des bébés? C'est bien que quelqu'un a dû lui demander. Quelques jours plus tard, Mitu Khurana dit avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Elle fuit son domicile et accouchera de 2 magnifiques petites filles. Par la suite, elle constitue tout un dossier contre son mari et le radiologue pour échographie illégale de fœtus. Mais sa plainte est d'abord refusée.
Le directeur de l'inspection sanitaire m'a convoqué et m'a dit « Quel est le problème ? S'il te demande un fils, tu n'as qu'à retomber enceinte. » Ce à quoi j'ai répondu « Vous voulez que je fasse une autre échographie illégale ? Ou alors vous pensez peut-être que je ne suis qu'un utérus bon pour faire des enfants jusqu'à ce que j'ai un fils. » Depuis, Mitu Kurana a perdu son travail et est régulièrement victime de menaces. Mais la jeune femme n'a pas retiré sa plainte. Elle attend son procès qui tarde à venir. Nous nous sommes adressés à la Commission nationale pour les femmes qui a étudié son dossier, mais notre demande d'interview est restée sans réponse. En 10 ans, près de 6 millions de fœtus de petites filles auraient été supprimés en Inde, selon de nombreuses ONG. Retour en Europe. Ici, les progrès de la science permettent d'aller beaucoup plus loin. L'élimination des maladies avant même la naissance de l'enfant, un rêve de parents au risque de certaines dérives. Le diagnostic ne se fait plus au stade du fœtus, mais bien avant, au stade de l'embryon, grâce à l'analyse de l'ADN. Au moment de la fécondation in vitro, les médecins peuvent identifier plusieurs anomalies génétiques, la trisomie 21, la mucoviscidose ou encore la myopathie, aux parents de décider s'ils veulent garder ou non l'enfant. Pour l'instant, la sélection des embryons sains est limitée en France à quelques dizaines de couples par an porteurs d'une maladie génétique grave. Mais certains prédisent déjà que la pratique pourrait se généraliser. Grégory Katz est professeur d'économie à l'ESSEC. Aujourd'hui, il donne un cours à des médecins et des responsables hospitaliers venus de tout l'Hexagone. Il commence par leur présenter cette puce ADN venue des États-Unis et capable de détecter des centaines d'anomalies génétiques. Pour lui, les tests sur les embryons pourraient devenir la solution miracle pour réduire le trou de la Sécu. Demain, et là je fais un peu de science-fiction, il se pourrait très bien que les payeurs décident de ne pas rembourser des traitements d'un patient, d'un jeune patient, au motif que les parents n'ont pas été suffisamment précautionneux et n'ont pas eu recours aux tests génétiques qui auraient permis d'éviter la naissance de ce malade. Tout le monde a un intérêt à cette procréation artificielle. Les parents ont un intérêt pour avoir un enfant en relativement bonne santé. Les obstétriciens, les professionnels de la naissance, qui ne veulent pas être traînés en justice par les parents s'il advenait une naissance accidentelle. L'État. L'État a également un intérêt à diffuser ces tests pour réduire le nombre de patients dont ils devront assurer les traitements. Le chercheur cite le cas de l'Angleterre, où plutôt que de rembourser à 100% certaines maladies, l'État propose de financer en amont des fécondations in vitro. Dans cette liste de plus de 90 maladies, vous avez le cancer du sein, le cancer de l'intestin, vous avez l'hémophilie, vous avez des maladies qui ne sont pas forcément mortelles, dont le pronostic est viable. Il ne faut jamais oublier que les acteurs publics sont des payeurs. Dans l'assistance, certains de ces professionnels de la santé sont choqués, mais pas tous. Non, ça me semble pas ahurissant. On en a discuté entre nous à la pause. C'est pas ahurissant. Je pense qu'il y a une sélection qui est déjà visible et dont on fait l'état actuellement. Je crois que c'est l'aboutissement d'une sélection aussi. Et non, c'est pas ahurissant. L'économiste est volontairement provocateur. Cette évolution n'est selon lui pas sans danger. On trouve par des outils comme les tests génétiques des moyens de réinventer une hiérarchie entre les humains, où il y aurait des humains nobles et des humains ignobles. Ce qui serait dommage et regrettable, c'est de voir des siècles d'histoire, de lutte contre les discriminations renversées par des logiques qui, dans leur philosophie, sont profondément contradictoires avec les droits de l'homme, c'est-à-dire ce principe sublime que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Quelles que soient les caractéristiques physiques, les couleurs de peau, quels que soient les handicaps, les forces ou les faiblesses des uns et des autres. En France, ce scénario reste hypothétique, mais il existe un pays où l'évolution est en marche depuis une dizaine d'années, les États-Unis. En Californie, souvenez-vous, le Dr Jane propose la fécondation in vitro aux couples pour choisir le sexe de leur bébé et écarter les embryons porteurs de maladies génétiques
simples à diagnostiquer comme la trisomie 21. Dans les prochains mois, l'homme va offrir à ses clients une analyse beaucoup plus poussée de l'ADN qui va s'étendre à des maladies que l'on peut pourtant soigner. Un des gènes les plus connus est le gène BCRA, responsable du cancer du sein. Si une femme est porteuse de ce gène, elle a 80% de chances d'avoir un cancer du sein. Eh bien, on va bientôt pouvoir repérer cette anomalie génétique et détruire les embryons qui en sont porteurs. On éliminera donc ce gène dans cette famille pour plusieurs générations. Les progrès fantastiques dans l'analyse de l'ADN permettent aux médecins d'imaginer pouvoir écarter dans le futur tous les gènes responsables de maladies et même de problèmes sociaux. On parle de plus en plus de gènes responsables de l'alcoolisme, de la violence, de certaines maladies mentales. Et tout ça est sans doute vrai. Si on peut trouver ces gènes et les éradiquer, a priori, c'est génial. Mais il faut bien qu'on réalise qu'on ne serait plus alors dans la médecine préventive et qu'on basculerait dans ce qu'il faut bien appeler l'eugénisme. L'eugénisme, une dérive qui date du siècle dernier lorsqu'au nom de la société, les handicapés mentaux et les criminels étaient stérilisés de force dans l'Allemagne nazie, mais aussi aux États-Unis. Un risque qui prend une forme nouvelle aujourd'hui pour certains. Aujourd'hui, on risque de voir apparaître un nouvel eugénisme de consommateurs, où certains individus ont de la valeur et pourront vendre leur sperme ou leurs ovules, et d'autres n'ont aucune valeur. C'est beaucoup moins visible qu'une loi qui stérilise les membres de sa population considérés comme inaptes. Et donc, c'est beaucoup plus pernicieux. Aux États-Unis, on estime à 35 000 le nombre de couples qui utilisent chaque année la sélection de l'embryon. Choisir ses enfants sur mesure. Au dire de ses partisans, ce serait l'assurance d'une société idéale, qui aurait éliminé les aléas de la naissance, la violence, le handicap, bref, le meilleur des mondes, le pire peut-être aussi.